Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. La gendarmerie de Fatick bloque la caravane de Khalifa Sall. Le leader de Taxawu en tournée politique dans le cadre de la collecte des parrainages s'est vu frappé d'une interdiction de circulation brandie par le préfet. Motif invoqué par l'autorité, absence d'autorisation de circuler. Réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Le coordonnateur du Forum civil prend la défense de l'opposant et demande à la Direction générale des élections de se conformer à l'ordonnance rendue par le tribunal de Ziguinchor. Birahim Seck s'exprime dans ce journal. Litige foncier à Léona, l'attribution de 200 hectares de terre à un promoteur privé suscite la colère des populations. Au banc des accusés, le maire de la commune, ce dernier affirme avoir pris la tâche des notables avant de procéder par délibération à l'affectation de ces portions de terre. Et puis trophée des champions au stade Lat Dior de Thiès, Génération Foot croise le fer avec Teungueth FC. Les résultats du match certainement avant la fin de cette édition. Bienvenue encore à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Le préfet de Fatick bloque la route à Khalifa Sall. La caravane du leader de Taxawu a été donc bloquée à Ndiosmone par des gendarmes, mettant ainsi en suspens sa tournée de collecte de parrains. Le point, c'est avec notre équipe à Fatick, Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Mauvaise journée pour Khalifa Sall et ses militants. La caravane de collecte de parrains du leader de Taxawu Sénégal, stoppée net à Ndiosmone, a été stoppée net à Ndiosmone vers les coups de 13h par des éléments de la gendarmerie. Khalifa Sall et sa délégation ont patienté et négocié pendant plus de 6 heures sans obtenir gain de cause. La tournée de la région de Fatick en vue de la présidentielle devait démarrer sur l'axe Ndiosmone-Palmarin. L'ancien maire de Dakar devait se rendre dans les 5 communes de l'arrondissement de Fimela qui se situent sur cet axe. Djilas, Diofior, Fimela, Palmarin et jusque dans les îles de Mar. Cette interdiction de l'autorité administrative est motivée selon des sources par une absence d'autorisation de circuler. Les 3 jours francs après le dépôt de la demande n'ont pas été respectés par Khalifa Sall et ses militants. La délégation qui a passé la journée sous le chaud soleil s'est finalement résignée à se disperser. Nos reporters établis à Louga nous apprennent également que la caravane du grand parti a été bloquée dans la région de Louga. Nous y reviendrons certainement lors de nos prochaines éditions. De Ziguinchor, où il prenait part à une rencontre sur la fiscalité, le coordonnateur du Forum civil a réagi sur la polémique autour de la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Birahim Seck a demandé à la Direction générale des élections de se plier à la décision rendue par le tribunal de Ziguinchor. Je vous propose de l'écouter au micro de Lamine Ba. Cette fois-ci, la décision de justice qui a été rendue par le tribunal de Ziguinchor, l'ordonnance qui a été rendue par le tribunal de Ziguinchor, cette ordonnance n'a pas été suivie d'effet. Le Forum civil l'a rappelé hier en interpellant le ministre de l'Intérieur, M. Sidiki Kaba, a donné des instructions fermes, non seulement à la direction de l'automatisation du fichier, mais également à la direction générale des élections, d'appliquer l'ordonnance qui a été rendue par le juge. Je suis du côté du droit, ce que dit l'article L47 du code électoral. Nous sommes en matière électorale. Nous avons revisité également les cas de recours suspensifs prévus dans la loi sur la Cour suprême. Malheureusement, cette matière électorale, hormis l'élection au niveau des collectivités territoriales, cette matière électorale n'en fait pas partie. Donc il faut impérativement que l'État du Sénégal accepte de se conformer à la législation, au droit et fasse application de l'ordonnance qui a été rendue par le juge. Quand on dit force doit rester à la loi, l'administration également doit respecter le droit. Et c'est pourquoi nous insistons davantage pour que le ministère de l'Intérieur, et même au-delà du ministère de l'Intérieur, le président de la République, qui est le gardien des institutions, crédibilise davantage les institutions en respectant les décisions qui sont rendues par les juridictions, surtout en ce qui concerne l'ordonnance qui a été rendue par le tribunal de Ziguinchor.
L'attribution à un promoteur privé de près de 200 hectares de terre dans la commune de Léona fâche les populations des villages impactés. Ces derniers pointent du doigt le maire de la localité qui, selon eux, a pris cette décision illégale sur un domaine qui leur appartient sans en avoir informé au préalable les chefs de village. Face à cette situation, les jeunes se sont mobilisés pour barrer la route à ce projet. Ils lancent toutefois un appel à l'État pour régler ce différend avant que ce litige ne déclenche des hostilités au sein de la commune Tchernofal. La superficie totale du champ est estimée à près de 200 hectares selon les habitants du Rayed. Ces derniers accusent le maire de la commune de Léona d'avoir cédé ces terres qui leur appartiennent à un inconnu sans la moindre consultation. Ils nous ont pris 195 hectares sur nos terres sans aucune explication claire ni consultation préalable. Ces terres sont comme une source vitale pour nos activités agricoles et élevage. Beaucoup de familles dépendent d'elles pour subvenir à leurs besoins. Selon les villageois, l'implantation de ce projet dans cette localité est source de beaucoup de problèmes car aujourd'hui, ils ne peuvent plus se déplacer correctement à cause de la clôture du champ qui a coupé toutes les routes et empêche même les animaux d'accéder aux abreuvoirs. Les abreuvoirs des animaux se trouvent à l'intérieur de la clôture. Le bétail ne peut plus y accéder pour boire. Toutes les routes sont coupées par la clôture. Nous sommes aujourd'hui enfermés. Face à cette situation, les populations du Rayed ont décidé de ne pas se laisser faire. Elles se sont donné rendez-vous sur le site pour exiger des réponses de la part du maire et du gouvernement. Si les jeunes prennent aujourd'hui les pirogues pour partir, c'est à cause de cette injustice. Ça doit cesser. Nous alertons les autorités. Il faut qu'elles prennent leurs responsabilités car nous ne comptons pas se laisser faire. Nous sommes prêts à mourir pour protéger nos terres. Cette manifestation a été initiée par les habitants de tous les villages impactés par le projet. Ils ont mis sur pied un mouvement dénommé Arlignobok pour défendre leurs terres et leur patrimoine. Et le maire en question, maire de la commune de Léona, a réagi. Mamadou Ba balaie d'un revers de main toutes les accusations formulées par les villageois. Il déclare que les chefs de village, les conseillers et les notables de ces localités ont été consultés par la municipalité avant de procéder à cette affectation à la suite d'une délibération. Tous avaient donné leur accord, selon lui, pour l'implantation d'un projet agricole dans cette zone. À Kaolack, près de 8 mois après sortie d'une décision de justice interdisant des constructions sur le principal boulevard de la ville, eh bien c'est le statu quo. Le collectif Art Kaolack, à l'origine de la saisine des juridictions compétentes, décide à nouveau de réagir. Ses membres souhaitent la démolition des concessions érigées sur le boulevard, conformément à l'application de la décision des opérations domaniales. Papa Alexis Diagne est coordonnateur du collectif Art Kaolack. Nous l'écoutons avec Ousmane Dem. Aujourd'hui encore, vous savez, à Kaolack, il y a un seul boulevard qui nous reste maintenant. C'est le seul boulevard qui fait en sorte que Kaolack puisse respirer quand même. Alors nous avons constaté depuis un certain moment que le boulevard est en train d'être morcelé. Et on a commencé par un certain Abdoulaye Babou à qui on a octroyé une bonne partie du boulevard. Et malheureusement pour nous autres, il y a des documents qui disent que le boulevard est morcelé. Ce qui veut dire qu'il y en a d'autres qui ont déjà eu leur part du gâteau, alors que en fait ils attendent que le bruit se tasse pour qu'ils réagissent quand même. Mais en fait le boulevard est réellement morcelé. Alors nous crions gare. Et par rapport à ça, nous avons fait des démarches. Nous avons fait les ministères concernés, le ministère de l'Urbanisme, le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur. Alors on a fait des correspondances qui a abouti à une rencontre de ce qu'on appelle la CCOD, la Commission centrale des opérations domaniales, qui regroupe quelques ministères, le cadastre et les domaines. Alors en conclusion, ils ont demandé à ce que le bail soit retiré. Alors nous attendons, nous ne savons pas pourquoi jusqu'à maintenant, depuis 8 mois, ça a été prononcé et le bâtiment est toujours là. Il n'y a pas eu de réaction. Voilà pourquoi nous avons tenu à faire un appel, un rappel à la commission qui a donné son accord par rapport à l'existence du bâtiment. Vous savez, ce qui est
légalement acquis n'est pas toujours moralement admis. Et nous quittons Kaolack pour Sédhiou. Sur place, il n'est pas rare de voir de nombreux élèves âgés de 6 à 11 ans marcher plus de 6 km pour allier leur école. Cette situation est devenue sur place la première cause d'abandon scolaire. Les enfants quittant l'école à cause de la distance, de la fatigue, mais aussi et surtout de la faim. Pour mettre fin à cette souffrance, le projet Soukabe Django 2 vient d'ériger 99 cantines scolaires dans la région de Sédhiou. Bakary Konté et Khali Djemé nous font découvrir ce programme reportage. L'appui de la Sodagri, le bassin de l'Anambé fait du département de Vélingara une zone à forte production agricole. Mais le paradoxe est que Vélingara est également une zone où la raréfaction de suppléments alimentaires est à l'origine de la malnutrition chez les enfants. Vous savez qu'au niveau du département de Vélingara, on a des problèmes de nutrition, surtout pour cette cible des enfants de moins de 5 ans. Pour ces enfants de moins de 5 ans, nous avons de sérieux problèmes de malnutrition, souvent avec les femmes enceintes où la nutrition aussi n'est pas la meilleure. Donc, Dans plusieurs localités de la région de Sédhiou, les élèves empruntent des kilomètres et des kilomètres pour l'école. Parfois, des abandons scolaires sont enregistrés. Pour lutter contre ces échecs, le projet Soukabe Django 2 a installé des cantines scolaires dans 99 écoles de la région de Sédhiou. Ce projet, on peut dire qu'il est venu à son heure. Il est venu au moment opportun. Parce qu'il y a des villages qui font les élèves qui font des kilomètres et des kilomètres pour se rendre ici à l'école. Donc ils vont pour manger à midi et ensuite revenir pour les cours d'après-midi. Les élèves livrent leur satisfaction. Je trouve le repas c'est bien. Nous allons manger à bien. On mange avec des lentilles ou des petits pois, ou des riz ou des durs. Le repas je trouve bien. Je mange bien et je ressemble bien à 13h. Et le petit déjeuner à quelle heure? Petit déjeuner à 11h. Une foire de la santé a été organisée à 1h. Cette foire a pour principal objectif de promouvoir le changement de comportement. Nous essayons, à travers cette foire, sensibiliser les communautés pour la prise en charge des goulots d'étranglement qui font qu'on a des difficultés à adopter les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques en santé, les bonnes pratiques en nutrition, les bonnes pratiques en hygiène. Momodou Ba, adjoint au maire de Unor, se dit satisfait de ce projet. Oui, nous disons vraiment merci beaucoup au projet Soukabe Django. Avec l'obtention de cette cantine, ça va pousser vraiment aux enfants d'améliorer leur éducation. À Sédhiou, acteurs de l'éducation, élus locaux et les populations souhaitent l'élargissement de ce projet dans les autres écoles de la région. Et nous nous intéressons à un autre projet implanté cette fois-ci dans le département de Vélingara. Il s'agit du projet Tiers Sud qui combat la malnutrition dans cette partie du sud. Les populations, notamment les enfants, vivent difficilement les périodes de soudure. La mise en œuvre de ce projet permet de renforcer leur protection sanitaire. Abdoulaye Diallo nous fait le point. De la Sodagri, le bassin de l'Anambé fait du département de Vélingara une zone à forte production agricole. Mais le paradoxe est que Vélingara est également une zone où la raréfaction de suppléments alimentaires est à l'origine de la malnutrition chez les enfants. Vous savez qu'au niveau du département de Vélingara, on a des problèmes de nutrition, surtout pour cette cible des enfants de moins de 5 ans. Pour ces enfants de moins de 5 ans, nous avons de sérieux problèmes de malnutrition, souvent avec les femmes enceintes où la nutrition aussi n'est pas la meilleure. Donc c'est comme dans, en tout cas, la région de Kolda, le district de Vélingara connaît énormément de problèmes de nutrition pour cette couche. C'est dans ce contexte que le projet Tiers Sud Bédaré, à travers sa composante 3 relative au filet de sécurité et résilience des plus vulnérables, mène des activités d'appui en aliments, de compléments nutritionnels et de dotation de sujets d'élevage. Des remises symboliques vraiment pour la période de soudure
aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux enfants de 0,59 mois, des brésils de maïs enrichis en vitamines, des farines enrichies composites aussi pour les enfants. Donc nous nous sommes proposés quand même, toujours sur la base du registre national unifié, renforcer la capacité de résilience des couches vulnérables en mettant l'accent sur les femmes. Ce sont ces personnes-là que quand même le projet a décidé d'appuyer par la mise en place de placements d'actifs, de brebis, leur permettant, je pense, dans 2 ou 3 ans quand même, de pouvoir quand même renouveler le cheptel. Au total, dans la zone d'intervention du projet, nous allons bénéficier à peu près 1800 sujets qui seront distribués pour un coût global dans la zone d'intervention du projet de 350 millions. Toutes les cibles, à savoir les enfants âgés de 6 à 59 mois, les femmes en état de grossesse, celles qui allaitent et des ménages vulnérables, vont recevoir des kits alimentaires. Retour à Dakar et plus précisément dans la banlieue, à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, le directeur général des établissements de santé se félicite du niveau d'avancement des travaux du centre de prise en charge de la santé reproductive et du centre de paiement et de la greffe de la moelle. Selon Dr Fatou Mbaye Silla, les gros travaux sont terminés à plus de 95%. Elle y effectuait une visite de terrain, Dr Fatou Mbaye Silla, que nous écoutons au micro d'Abdoulaye Patéane. Quand on a fait le tour du projet, je veux dire le centre de paiement et de la greffe de la moelle, pratiquement les travaux du point de vue architectural sont finis à les gros œuvres, en tout cas le travail du bâtiment est fini à 98%. Les équipements sont déjà commandés et en cours d'installation. Nous avons vu une structure pour les 2 projets qui répondent aux normes. Pratiquement tout ce qui se fait à l'extérieur se fait ici. Et juste rappeler que pourquoi on a mis en place ce projet, c'est pendant la pandémie à Covid-19 que M. le Président de la République avait consenti ce financement pour effectivement offrir aux populations sénégalaises. Il faut rappeler que l'hôpital Dalal Jamm est un hôpital de niveau 3 qui bientôt va passer à niveau 4, donc qui offre des soins à l'ensemble des populations du Sénégal. En tout cas, une prise en charge à l'extérieur, entre 80 et 100 millions. C'est ce qu'on va offrir actuellement aux Sénégalais ici. Nous avons 2 centres qui vont offrir des soins à la pointe du progrès, que les Sénégalais prenaient le billet d'avion, minimum entre 50, 80 et 100 millions pour aller chercher des soins ailleurs. Pratiquement d'ici la fin du mois de décembre, le chantier sera livré et prêt à être fonctionnel. Et le récent, c'est le lot de la dialyse. On en a parlé à travers la presse, on en a parlé partout. Actuellement, les équipements sont disponibles, installés, ils sont en phase de finalisation des installations, passer à la phase test pour commencer la prise en charge des malades qui ont besoin de dialyse. Les contrôleurs du Trésor en assemblée générale ce samedi, une rencontre qui s'est tenue en présence du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, au cours de laquelle les travailleurs ont réfléchi sur leur plan de carrière, mais aussi sur l'impact de leur nouveau cadre réglementaire. L'autorité a promis d'y apporter les réponses appropriées. Alassane Bam et Papsangone Mey ont couvert cette assemblée générale compte rendu. D'après le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, l'amicale des contrôleurs du Trésor est une amicale de contribution. Elle pose des problèmes et propose des solutions. Parmi les principales préoccupations de ces travailleurs, l'amélioration des conditions de travail, mais aussi des conditions de rémunération. Mais aussi aller plus dans le cadre des attributions de fonctions. Aujourd'hui, M. le directeur général a fait beaucoup de réalisations. Le contrôleur du Trésor aujourd'hui est dans le département, il est dans la région, il est au niveau central, mais il est aussi au niveau international. Dans tous ces secteurs-là, le directeur général du Trésor est aux côtés des contrôleurs. Et nous, amicales, nous en savons beaucoup. Toute situation qu'un contrôleur rencontre, les portes du directeur général sont grandement ouvertes. Et chaque fois que de besoin, il trouve la meilleure solution pour mettre les contrôleurs à l'aise. Donc nous avons aussi espoir aussi que ces attentes, ces préoccupations, certes légitimes, trouveront des solutions devant la table du DG. Cheikh Tidiane Diop dit privilégier le dialogue, les échanges, et il en a fait son mode de gestion. Son objectif est de faire en sorte de gérer toutes les catégories d'agents du Trésor à égale dignité dans l'équilibre. Il reste attentif à toute recommandation, à toute proposition. Toute proposition qu'ils me feront, je l'examinerai avec bienveillance et j'essaierai en tout cas de lui donner la suite la plus appropriée, mais toujours dans la préservation de l'équilibre global de cette maison. Je ne saurais terminer sans remercier M. le ministre des Finances et du Budget, qui nous a toujours accompagnés
aujourd'hui dans la conduite de cette grande administration en nous dotant de moyens, mais également en répondant positivement à toutes nos attentes, y compris les attentes sociales, et qui vient de nous gratifier d'un soutien qui pourrait valoriser en tout cas le statut de l'agent du Trésor du point de vue de ses conditions de travail et de ses conditions de vie. Cette assemblée générale extraordinaire a pour thème l'impact du nouveau cadre réglementaire sur le plan de carrière et les conditions de travail du contrôleur du Trésor. Alassane Ba, merci. À Kaffrine, les résultats des récoltes pour cette campagne agricole jugés satisfaisants par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Samba Ndioben Ka, qui était en tournée dans le bassin arachidier. Une occasion saisie par les producteurs pour exposer leurs différentes préoccupations, compte rendu signé Ndéawa Bey et Mam Gorbilan. Après Kaolack, c'est au tour de la région de Kaffrine dans le bassin arachidier. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Samba Ndioben Ka, est allé en première ligne dans le domaine agricole du marabout Cheikh Ndikelsen pour s'enquérir de la situation. À Darussalam Sen, situé dans la commune de Kermbouki dans le département de Birkilane, ici, magasin de stockage des produits matériels agricoles, eau, tout est prioritaire dans ce village. Cette visite du ministre est donc une occasion pour les producteurs de livrer leurs doléances. Nous portons le mil sur nos têtes, pas de charrette, pas de camion, pas de tracteur. Tête sur tête, one by one. On a besoin d'appui pour du matériel de récolte et du matériel de transport, mais aussi des lieux de stockage pour les récoltes. Donc on veut aussi une route qui peut nous mener de Birkilane jusqu'au Dara, du Dara jusqu'au Guinguinéo. Vraiment, au minimum, on doit avoir un forage avec un château pour pouvoir faire l'agriculture hivernale, mais aussi l'agriculture en période de saison sèche. Après avoir pris fonction à la tête du département de l'agriculture, le ministre se réjouit de la diversification des cultures et rassure. Nous avons et les céréales, mais aussi et les oléagineux. Donc en un mot, c'est franchement quand même une tournée très satisfaisante. Nous sommes plus que rassurés. Profiter de l'occasion pour les rassurer de la disponibilité totale et du ministère de l'Agriculture, mais aussi de l'ensemble de ses services déconcentrés pour accompagner toutes les initiatives allant dans le sens de ce que nous avons en commun, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Le ministre Samba Ndioben Ka a bouclé sa tournée à Koli Oumar Dafé dans le département de Missirawaden, Nibi et Boulel, accompagné de l'adjointe du gouverneur de la région de Kaffrine et une forte délégation. La ville de Mbour a abrité un atelier sur les réformes à conduire pour une réduction drastique des accidents et un meilleur déplacement des usagers, le renouvellement du parc automobile, l'application du permis à points parmi la série de mesures présentées à la fois aux parlementaires mais aussi aux représentants du ministère des Transports qui ont assisté à l'atelier. Naïma Tidjan et Mamadou Gueye pour les détails. Il s'agit d'un atelier entre les parlementaires et le ministère en charge du transport dans le but de passer en revue les points essentiels de ce secteur. Le renouvellement du parc automobile et l'insécurité routière font partie des sujets abordés. En termes donc d'infrastructures de transport, en termes donc d'infrastructures de transport ferroviaire qui aujourd'hui constitue un enjeu majeur pour la compétitivité économique du Sénégal. Il était également question de revenir sur des points, un point central lié au financement, surtout donc des infrastructures, au renouvellement du parc automobile, mais surtout un point crucial aujourd'hui qui nécessite l'attention de tous les Sénégalais lié à l'insécurité. Les permis à points sont aussi une décision à discuter afin de trouver un consensus pour son application sans conséquences négatives. Il peut faciliter l'échange, le dialogue qu'on a pour aller vers un permis à points qui n'est pas un instrument de coercition, qui est un instrument pour se donner les moyens d'avoir des conducteurs aptes sur les routes. Et cela contribue fortement à baisser l'incidence de l'insécurité routière. Pour ça, les parlementaires sont de bons relais. Le Parlement, c'est la représentation nationale. Le Parlement, c'est le peuple sénégalais. Donc nous allons les écouter. Après cet atelier, une autre rencontre est prévue pour faire le suivi de l'exécution de toutes les décisions prises. Comment intégrer la dimension égalité entre les hommes et les femmes dans la conception des projets? Des acteurs du développement sous la houlette de l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte engagent la réflexion.
Une formation qui vise à améliorer de manière durable la performance des institutions et des acteurs et prend en compte 3 niveaux interdépendants: la compétence des individus, le fonctionnement de l'organisation et les caractéristiques de leur environnement. Cette séance de renforcement des capacités s'est tenue à Dakar en présence de nos reporters Ibou Diouf et Lamine Diagne. Compte rendu. La formation vise à doter les participants d'une compréhension et méthodologie commune pour concevoir un projet en veillant à prendre en considération à toutes les étapes les enjeux de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, ce que nous avions fait avec une vingtaine de personnes qui sont venues de 8 pays et envoyées par des institutions qui sont des acteurs du développement, dans le sens où, quand on regarde le pédigré de ces institutions, les femmes ou les hommes n'ont pas les mêmes besoins. Et il y a une approche, il y a une manière de faire pour pouvoir identifier d'ailleurs ces besoins et pour pouvoir les adresser. De manière plus spécifique, il s'agit de favoriser l'appropriation et la maîtrise par ces cadres des concepts de projets de développement et d'approche égalité femmes-hommes, ainsi que de renforcer leur capacité en conception et montage de projets. C'est une manière de renforcer leur capacité avec des travaux de groupe, donc de manière participative, des travaux de groupe, mais également le développement du réseau. Et c'est une manière de partager des expériences, mais également de renforcer les capacités des participants et des personnes participantes. Il n'est pas toujours évident de savoir comment faire bouger les lignes vers plus l'égalité femmes-hommes. Il s'agit d'abord de pouvoir déceler les manquements et corriger les écarts dans les formes de traitement. Mais comment adapter cela à notre milieu diplomatique? D'autant plus que depuis le 22 juin dernier, 2022, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété la journée des femmes dans la diplomatie. Voilà, donc pour mettre ensemble tous ces différents aspects, je me suis dit qu'il fallait s'intéresser à ce projet, il fallait y prendre part. En tant qu'actrice de développement, ça nous apporte vraiment une valeur ajoutée. Donc, et on a une nouvelle maintenant vision de pouvoir mieux intégrer le genre dans nos projets, et programmes et actions d'accompagnement, par exemple nous des paiements de tous les jours. En Afrique, la dernière décennie a vu l'essor des actions en faveur de l'égalité femmes-hommes dans le cadre des actions de développement et d'aide humanitaire. De plus en plus de politiques et de lois appellent à davantage d'attention pour l'égalité des traitements, d'où la pertinence de cette formation destinée principalement à des professionnels et en activité. L'actualité sportive à présent avec le trophée des champions remporté par le Tongage FC qui croisait le fer avec Génération Foot. L'équipe rufisquoise a donc dominé Génération Foot sur le score de 2-1. Les lutteurs Ama Baldé et Modulo vont effectuer un nouveau face-à-face au Chosan 6 à Grand Dakar et en direct sur la télévision Futur Média ce samedi. Un événement à haut risque qui a conduit les organisateurs à mettre un impressionnant dispositif de sécurité. Toutes les routes menant au Chosan vont être barrées par les policiers selon Fallou Ndiaye, membre de l'organisation. Je vous propose de le suivre. Nous n'aurons qu'Ama Baldé et Modulo sur le plateau. C'est pourquoi la police va bloquer toutes les routes qui mènent au Chosan. Les policiers ont pris la disposition d'aller escorter les lutteurs concernés, si et uniquement s'ils respectent les règles suivantes. Le lutteur, accompagné d'une seule personne, autre que son manager, c'est-à-dire les 3 personnes qui peuvent accéder au plateau télévisé. Si la règle n'est pas respectée, la police se refuse toute escorte. Un face-à-face avec 3 personnes par camp doit se passer sans difficulté pour le bonheur des amateurs. Nous voulons ainsi éviter des jets de pierre, d'où ce dispositif. Il n'y aura pas de percussionnistes, ni de chanteurs ou même danseurs pour permettre aux 2 lutteurs de bien communiquer sur le combat. Le sport sénégalais en particulier, le sport africain en général doivent arriver à mettre en place un cadre institutionnel pour attirer, mais aussi et surtout capter des investissements. C'est l'avis de Malik Diouf, organisateur du Dakar Sport Summit, les 15 et 16 novembre prochains. Nous l'écoutons au micro de Chersali Boudjara.
Que les investisseurs ne fuient pas le sport, c'est parce qu'il n'y a pas un cadre institutionnel. Et parce que tout le monde sait que le sport c'est un secteur porteur. Et je pense que si les investisseurs locaux ne prennent pas garde, les étrangers, les internationaux vont venir, les fonds d'investissement internationaux vont venir. Parce qu'on sait que l'Afrique a un énorme vivier de jeunes, l'Afrique a un énorme vivier économique. Et donc je crois qu'il faut que tous les pays africains, c'est pas que le Sénégal, institutionnalisent le sport via développer une activité économique. Et c'est juste après ça que les investisseurs et les bailleurs de fonds vont venir investir. L'actualité sportive hors de chez nous avec le décès du footballeur anglais Bobby Charlton ce samedi. Les internationaux Abdallah Sima et Mame Baba Thiam qui brillent respectivement en Russie et en Écosse. Et enfin, le calendrier des matchs de préparation du mondial U17 de l'équipe nationale du Sénégal, un calendrier donc dévoilé et le menu de toute l'actualité sportive hors de chez nous. C'est signé Cheikh Sadibou Diarra. Dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde des moins de 17 ans, l'équipe nationale du Sénégal de la catégorie va disputer 3 rencontres amicales à Antalya, en Turquie. Elle commence ce dimanche par un duel face au Panama à partir de 13h. Ensuite, le défenseur Fallou Diouf et ses équipiers rencontrent la Russie le mercredi 25 octobre prochain à partir de 13h également. La dernière opposition sera contre l'Ouzbékistan le samedi 28 octobre à partir de 8h du matin. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, va après rallier l'Indonésie où il va disputer sa deuxième phase finale du mondial des moins de 17 ans. Et pour espérer voir les Lionceaux faire mieux que leur place de 8e de finaliste en 2019, la Fédération sénégalaise de football ne lésine pas sur les moyens financiers pour leur mettre dans des conditions optimales de performance. Pas moins de 160 millions de francs CFA ont été dégagés comme budget pour le mondial en Indonésie. Le comité exécutif de l'instance fêtière du football sénégalais annonce aussi, à travers un communiqué, les subventions allouées aux clubs et acteurs à l'orée de la saison 2023-2024. Un montant total de 709 250 000 francs CFA ont été répartis à 16 entités. Pendant ce temps, des footballeurs sénégalais ont brillé dans les championnats européens ce samedi. En Écosse, l'international Abdallah Sima, sociétaire des Glasgow Rangers, a signé un doublé dans leur large succès 4-0 devant Hibernian. Le premier et troisième but de la rencontre. En Turquie et sa Super League, l'international Mame Baba Thiam a fait plus fort. Le capitaine de Kayserispor est auteur des 3 buts de la victoire de son club face à Rizespor 3-1. Un triplé qui porte à 8 buts son total depuis le début de la saison. Nous terminons par cette triste nouvelle pour le football. Bobby Charlton est décédé ce samedi à l'âge de 86 ans. Le footballeur anglais, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, était un milieu offensif qui a passé l'essentiel de sa carrière à Manchester United de 1956 à 1973 pour 249 buts inscrits. Survivant du crash des Red Devils en 1958, il a remporté de nombreux titres avec son club, dont la Coupe des Champions en 1968. Charlton avait donné entre-temps à l'Angleterre son unique trophée de Coupe du Monde en 1966. Des exploits et performances qui ont poussé la reine Elisabeth II à anoblir en 1994 le Ballon d'Or 1966. Repose en paix, Sir Bobby Charlton. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus tard dans la soirée, vous aurez en direct sur la télévision Futur Média le face-à-face qui opposera les 2 titans de la lutte, Ama Baldé et Modou Lo. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon dimanche.